Et je ne me voyais plus faire autre chose que de la cancéro, même si en fait, j'avais raté l'internat et qu'initialement, je ne pouvais pas rester à Gustave Roussy. Rien n'était tracé, donc on voit que ça... Ah non, j'ai un parcours. Même si quand je dis à des jeunes que ça fait 35 ans que je travaille ici, ils se disent « Oh, bah non, 35 ans, elle doit s'ennuyer. » Mais mon parcours est tout sauf linéaire. Et personne n'aurait misé sur ma trajectoire, quoi, et l'arrivée où je suis. Mais personne, ça c'est sûr. Donc on reste plus en silo sur l'imagerie. On fait biopsie liquide, imagerie, voilà. Et là, voilà. Et ça va servir aussi pour toutes les pharma. Là, ça embarque tout le monde. Comment, du coup, vous arrivez sur la biopsie liquide, sur l'IA? Comment on arrive? Comment on mélange tout? Comment on mélange tout? À quel moment? Comment on fait? Il y a une recette, tu peux suivre la recette ou pas? C'est vrai que cette année, quand on l'a présenté au Rationnel à Chicago, en fait, on est les premiers au monde à faire ça. On est vraiment pionniers. Parce qu'on a présenté une étude de 1000 patients, on a tagué 55 000 métastases. Il y avait un Chinois dans la salle qui s'est levé, qui a dit c'est impossible, vous n'avez pas fait ça, quoi. C'est impossible de faire ça. Comment vous avez réussi à faire travailler des Français à taguer 55 000 métastases? C'était un labo d'intelligence artificielle de Centrale Supélec, le CVN. Et puis au KIN, avec qui je bossais. Et là, je leur ai dit, c'est là où ça a été, je leur ai dit, on va faire une étude et je voudrais utiliser chacun vos technos, qui étaient différentes. Il y en a un qui était en machine learning, donc en deep learning. Je leur ai dit, après, c'est un pari, que le meilleur gagne. On prendra la meilleure techno et on l'utilisera. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis avec le professeur Nathalie Lasso, donc une experte dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Une radiologue donc, qui pratique à l'Institut Gustave Roussy, une professeure PUPH à l'Université de Saclay et aussi une chercheuse. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, Nathalie. Bonjour. Bonjour, enchantée. Merci pour cet accueil. Pourquoi je me suis déplacée à l'Institut Gustave Roussy aujourd'hui pour qu'on échange? C'est parce que vous avez un parcours qui est... passionnant, une carrière incroyable, mais aussi une personnalité qui est à part. Et on va essayer en fait de comprendre ça, de creuser en fait qui est cette personne et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer par présenter cet endroit, l'Institut Gustave Roussy. Alors l'Institut Gustave Roussy, c'est un endroit incroyable et finalement qui attire les gens. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée attirée. Une fois que je suis rentrée dans la marmite, j'en suis jamais ressortie, quoi. C'est ça l'histoire de Gustave Roussy. C'est un endroit de passion, de vocation, d'échanges incroyables avec les patients, qui fait qu'on n'a pas envie d'en repartir. Et effectivement, ça fait plus de 35 ans que je travaille ici. Alors, comment ça a commencé? C'est la fin des études? C'est l'internat qui s'est passé ici? Comment c'était C'est durant mon cursus d'interne de médecine générale. Ma maman a eu un cancer du côlon. Donc, vous savez, mars, c'est dépistage de cancer du côlon. Donc, pensez-y, il faut se faire dépister. Et donc, elle a été soignée ici. Et voilà, je voulais être proche de ma maman. Donc, je m'étais dit, je vais prendre un stage à Gustave Roussy, voilà, pour être au plus proche d'elle. Et je faisais le suivi médical des patients opérés de cancer de côlon. Et voilà, donc je faisais la partie médicale. Et j'aidais les chirurgiens à gérer tous les patients au quotidien. C'était avec le professeur Lasserre et le professeur Elias, deux chirurgiens extraordinaires. Et je me suis dit, finalement, j'ai fait médecine pour la cancéro, quoi. Donc, c'était pas forcément l'imagerie, mais c'était la cancéro, quoi. Et je me suis dit, ça y est, j'ai la vocation, quoi. C'est ça, j'ai fait médecine pour ça. Voilà, ce qui n'était pas initialement prévu. Au début, je voulais plutôt être chirurgienne et tout. Mais là, ça a été extraordinaire. D'accord, donc c'est d'abord une histoire, il y a une histoire familiale. Un moment de vie qui se télescope avec les études que vous faites et ça vous pousse. Et aussi des patrons incroyables, quoi. C'est vrai que les deux chirurgiens, qui étaient mondialement connus, Lasserre et Elias. Elias, c'était la chirurgie hépatique, il avait été formé au Japon. Enfin voilà, c'était toute une équipe. Et tout le monde se battait pour les patients, quoi. Et on disait, c'est notre deuxième maison. Et là, vous savez pourquoi vous vous levez tous les matins, quoi. Vous dites, OK, moi, je veux faire ça toute ma vie, quoi. Là, je serai motivée toute ma vie, ouais. OK, c'est parce que vous les voyez faire? Je les voyais faire et je voyais... je les voyais faire. J'allais au blog, je faisais plein de choses. Enfin, j'avais la possibilité. Et on se rendait compte que c'était un endroit où on pouvait faire plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, mes patients qui avaient des complications, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'imagerie, dès qu'il y avait une complication, je les suivais en échographie. Le médecin, Jérôme Leclerc, qui a été après mon futur patron, m'expliquait en temps réel ce qu'il voyait sur l'écran. Après, j'allais en biologie, tout le monde m'expliquait. Donc, c'est un endroit
en fait, on forme tout le monde en même temps. Donc, quel que soit votre niveau, quel que soit votre parcours, quel que soit votre niveau d'études, il y a toujours cette transmission et d'expliquer pourquoi on fait ça aux patients. Et donc, cette espèce de lien de transmission et scientifique fait que, en fait, vous êtes happé, quoi. Ouais, vous êtes accroché, là. Ouais, vous êtes accroché, quoi. Ouais. Franchement, vous êtes accroché. Et je ne me voyais plus faire autre chose que de la cancéro, même si, en fait, j'avais raté l'internat et qu'initialement, je ne pouvais pas rester à Gustave Roussy. Rien n'était tracé, donc on voit que ça... Ah non, j'ai un parcours. Même si, quand je dis à des jeunes que ça fait 35 ans que je travaille ici, ils se disent « Oh, bah, ils ont 35 ans, elle doit s'ennuyer. » Mais mon parcours est tout sauf linéaire. Et personne n'aurait misé sur ma trajectoire, quoi, et l'arrivée où je suis. Mais personne, ça c'est sûr. Bon, bah, du coup, ça va être génial, cette discussion. C'est sûr, hein. On va s'éclater. Alors, du coup, comment on peut commencer peut-être par ça, en étant, du coup, interne en médecine générale, comment on passe en radio, comment on passe en radio. Même si, c'était peut-être une autre époque. Non, quand même. Non, je pense que... Alors, effectivement, interne de médecine générale, donc je me rappelle, mon père, qui était universitaire, m'a dit... donc, je venais de rater l'internat. Ma mère avait un cancer, là. Et il me dit, bon, bah, OK, tu pourras jamais être professeur. Ouais, dans ma tête, moi, quand on me dit, tu pourras jamais, je me dis, ouais, je vais y arriver. Enfin, après, voilà, C'était quoi? C'est de la déception pour... Non, c'était vraiment... OK, on vous ferme... J'aime pas quand on ferme les portes. Moi, je dis toujours à mes jeunes, dans tous vos parcours, gardez-vous le plus de portes ouvertes. Il faut avoir le choix dans la vie. Et quand vous avez le choix, vous vivez beaucoup mieux. Quel que ce soit du sport, de la famille, enfin n'importe quoi. Il faut avoir le choix. Voilà, et pas se faire fermer les portes. Et donc là, j'avais une porte vraiment brutale qui se fermait. OK, j'avais raté l'internat. Bon, alors ma mère était en train de mourir d'un cancer, mon mari venait de me quitter, donc c'était très, très violent. C'était vraiment... J'avais un petit garçon de 2 ans. Et je me disais, mais je veux rester avec Gustave. Et mon père me dit, mais tu peux pas, faut que tu fasses autre chose. Et je dis, non, mais ma vie, c'est la cancéro, quoi. Ma mère est décédée, j'ai rien pu faire pour elle, mais moi, je vais rester avec Gustave. Et à ce moment-là, lui qui était universitaire me dit, bah, OK, tu pourras pas rester comme médecin, comme interne, mais à ce moment-là, refais un deuxième parcours. Donc après déjà 8 ans d'études, fais un parcours de chercheur. D'accord. Et là, je me suis dit, bah, OK, j'ai pas peur, on y va, on repart. Et donc là, en travaillant, parce qu'à l'époque, j'étais à Gustave aussi comme vacataire, donc payé 3 francs 6 sous quand même, les vacataires dans les hôpitaux sont mal payés. Je me suis dit, bah, je vais refaire un parcours de chercheur en parallèle. D'accord. Et donc, j'ai fait un master et une thèse de sciences. Oh, OK. Et c'est comme ça que j'ai été repérée après par le directeur de Gustave Roussy. Tout d'un coup, il s'est dit, mais je fais une thèse sur un sujet incroyable qui était vraiment pionnier. D'accord. Qui était vraiment, j'avais décidé d'utiliser l'écho-Doppler. Okay. Parce que j'avais fait un DU d'écho, pour essayer d'évaluer la vascularisation des tumeurs. Et c'est à l'époque où il y avait ces nouveaux traitements novateurs qui détruisaient les vaisseaux qui venaient d'arriver. Donc moi, j'ai dit, bah, OK. Donc j'ai fait des échos sur les souris, donc jusqu'à 10h du soir dans le labo de recherche. Enfin, c'était compliqué quand même ma vie à ce moment-là. Donc c'était la thèse de sciences le soir, le week-end. Dans la journée, je travaillais avec les patients. Voilà, et j'ai ma thèse de sciences, parfait. Donc je publie beaucoup plus en avance que mes collègues qui étaient internes, finalement, qui, eux, étaient plus en routine. Moi, j'étais déjà partie pas mal sur la recherche. Je passe ma thèse de sciences, et à ce moment-là, le Conseil de l'Ordre réouvre les qualifications dans des spécialités, dont la radiologie. Donc, moi, je me décide de me présenter dans le Conseil de l'Ordre pour devenir radiologue. Et comme j'avais un beau CV, du coup, avec beaucoup de publics avec Gustave Roussy, je suis devenue radiologue. D'accord. Et à ce moment-là, mon patron... Ici, alors après, je vous raconterai, j'ai dans mon parcours 3 personnalités incroyables, enfin, qui étaient pionniers aussi dans leur spécialité. Lui m'a dit, ben, OK, maintenant que tu es qualifié en radiologie, tu as une thèse de sciences, tu as une HDR, on va pouvoir te nommer professeur, ça y est. La voie s'ouvre, et là, tu auras toute la liberté d'avancer. Donc ça, c'est vraiment mon patron qui a cru en moi et qui très tôt... C'était combien de temps après, du coup ? C'était le Gustave Roussy, enfin le décès de ma mère, c'est 92, le master 95, la thèse de sciences 98, l'HDR 2001, la qualification 2002. OK, 10 ans après. Voilà. Donc 10 ans pour récupérer une porte qui s'était soi-disant définitivement. Pour l'ouvrir. Je me suis arrachée quand même. Ah oui, enfin oui. Ça je me suis arrachée, mais le jeu en valait la chandelle. Voilà, c'était. Ce qui fait que finalement j'ai trouvé cette énergie, c'est que j'étais accompagnée par 2 personnes incroyables. Donc mon patron Alain Roche,
qui dirigeait le département d'imagerie, qui a cru en moi et qui très tôt, maintenant ça se fait beaucoup à l'INSERM, mais très tôt, lui, il a dit, OK, je vois bien que tu as une fibre de chercheuse, donc je vais t'aménager ton emploi du temps où tu auras moitié le temps avec les patients et moitié avec la recherche. Okay. Ce qui était très novateur à l'époque. C'était vraiment, voilà. Et ce patron, faut quand même le savoir, c'est le premier qui a fait une chimio-embolisation hépatique en France. C'est-à-dire, voilà, quand vous avez un foie qui est malade, vous essayez de bloquer une partie, faire gonfler l'autre. Donc, c'était un mec qui était déjà, lui aussi, assez visionnaire. Donc ça, c'est la première partie. Et sur la partie recherche, quand on m'a fait faire ma thèse de sciences, j'avais été voir le Jacques Bitoun, qui après a été président de Paris Sud. Donc c'est vrai que ma vie a été une rencontre de personnes quand même assez exceptionnelles. Je devais le voir pour savoir voilà, si je pouvais faire une thèse de sciences, en travaillant en même temps avec Gustave Roussy, parce que j'avais mon fils. Enfin, c'était, voilà. Il me dit, OK, moi je veux bien que tu fasses une thèse de sciences, mais tu vas aller voir un certain monsieur qui s'appelle Pierre Perronneau, à l'époque qui était chercheur à Bruxelles. Il m'a dit, si tu arrives à le convaincre de te diriger dans ta thèse de sciences en la faisant en même temps avec Gustave Roussy, je veux bien que tu fasses une thèse de sciences. Et ce monsieur n'était autre que le monsieur qui a inventé le Doppler. C'était pour rester ici ? C'était pour faire ma thèse, voilà, et rester ici. Ouais. Voilà. Et donc là, je vais voir ce monsieur, je dis, voilà, je voudrais faire une thèse de sciences, je n'aurai le droit de le faire que si vous m'encadrez. Je voudrais le faire sur le Doppler couleur, c'est les petites souris, non, voilà. Et donc Pierre accepte. Et donc je me suis retrouvée avec, finalement, encadrée par, côté clinique, le professeur Alain Roche, qui était brillantissime, et de l'autre côté, Pierre Perronneau, qui avait inventé le Doppler pulsé. C'est-à-dire, vous savez, l'examen que vous passez quand vous avez une phlébite ou quand vous avez des problèmes de jambes et tout. Enfin, c'est en 1963, quoi. Et donc, ces deux personnes, en fait, m'ont fait faire ma carrière. Et quand vous êtes encadré par deux hommes comme ça, voilà, des visionnaires qui ont inventé des choses, vous ne pouvez que vous dépasser, quoi. C'était incroyable de tomber avec ces deux personnes en même temps. Ça aussi, ça... Alors, parce qu'il y a ma personnalité, OK, mais il y a quand même rencontré des gens qui vous forcent à vous dépasser. Et ça s'est passé... En fait, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé du coup, avant d'être prof, ça, c'était bien avant. Construire, bien avant, parce que construire un projet. Mais comment on arrive... Enfin, en fait, comment on arrive là ? Parce que, bon, il y avait d'autres gens, il y avait... Enfin, comment... Alors, c'est ce que mon patron m'a dit. Moi, j'ai eu de la chance... c'est des discussions qu'on a eues avec Alain Roche. Je dis, j'ai eu de la chance, je vous ai rencontré et tout. Il me dit, non, t'as pas eu de la chance, Nathalie. Il dit, moi, ça fait 20 ans que je vois sans arrêt des médecins. Il en croise du monde. Mais toi, voilà. Il me dit, mais toi, t'es monté dans mon TGV et t'y as cru et tu t'es accroché, quoi. Voilà. Alors, c'est probablement dû à mon caractère et la personnalité qui était un peu celle de mon père, qui était une espèce de bulldozer. Et voilà, j'ai cette énergie. On me le dit souvent. Je pense que c'est probablement ce qui me caractérise. C'est cette espèce d'énergie à déplacer des montagnes, à toujours y croire. Moi, pour m'arrêter, il faut vraiment que... j'ai les batteries pour la plaque. Même les portes fermées, c'est possible. Même les portes fermées. C'est pour ça qu'on dit toujours. Et même maintenant, par exemple, Sylvie Retailleau, la ministre de la Recherche, elle le dit. Les petites filles, même Elisabeth Borne le disait et tout. Il faut toujours croire en ses rêves, quoi. Il faut jamais se dire les portes sont fermées, quoi. Il faut toujours croire en ses rêves. C'est toujours possible. Alors, il y a des chemins différents, il y a des rencontres différentes, mais il faut toujours se dire que c'est possible. Hein. Je peux y arriver. Voilà. Ouais. Si j'en ai l'envie, voilà, je peux y arriver. Et ça, c'est vraiment un message important à donner à tous nos jeunes. Moi, j'essaye de transmettre maintenant, c'est plus ma mission maintenant de former les jeunes et tout. Je leur dis toujours, c'est trouver une passion et si vous avez l'énergie, vous arriverez à vos rêves, quoi. Et il faut donner ça aux jeunes. Bon, on va essayer de, recadrer. Structurer. Il y a eu 1000 sujets ouverts. Bon, on va y arriver. On va commencer en douceur. On va peut-être commencer sur la clinique avec peut-être Alain Roche. C'était quoi ? C'était l'âme de médecin qui avait besoin en fait de continuer à vivre, à s'exprimer, à suivre les gens. L'échange avec les patients et surtout en cancérologie, vous avez un lien très fort, vraiment. Et moi, c'est pour ça que j'aime l'échographie. Je fais pas du scanner de l'IRM, c'est le contact avec le patient, avec les adultes, avec les enfants. Moi, j'aime beaucoup faire des échos pédiatriques. C'est dur en cancéro, mais c'est un lien particulier. Et quand vous travaillez dans un centre anticancéreux, vous avez 3 missions. Vous avez la partie clinique, enfin la partie avec vos patients, la partie enseignement, la partie recherche. À un moment donné, mon patron m'avait dit, il faudra peut-être que tu choisisses, tu ne vas pas arriver à faire les 3 en même temps. Je lui avais dit, si, moi je continue à faire les 3 en même temps, mais si jamais on m'avait interdit, on m'avait dit, Nathalie, il faut en choisir qu'un, je serais restée médecin et je me serais occupée des patients, parce que c'est vraiment toute ma recherche et tout mon enseignement viennent de, il faut
faire ça pour les patients. Et d'autant plus que ma famille, voilà, il y a eu ma maman, il y a eu mon papa aussi qui est décédé d'une leucémie. Enfin, j'ai été fortement touchée dans mon entourage familial. Donc, je connais très bien de l'autre côté de la barrière ce qu'on vit. Et donc, on est là pour les patients. Et c'est le leitmotiv, que ce soit la recherche, on est là. Donc, c'est ce qui me fait avancer, c'est mon lien avec les patients. Et jusqu'à la fin de ma carrière, et tous les mardis, moi, je suis en vacation avec des patients. Ouais. Je veux garder cette journée au contact. Donc, j'adore cette journée parce que pas de bip, pas de mail, pas de téléphone. Je suis avec mes patients. Je forme les internes, OK. Ouais. Mais je donne, je reçois. Enfin, voilà, c'est comprendre un lien... ce qui se passe, comment ils vivent. Enfin, voilà, comment ils vivent ça, c'est un lien. Les accompagner dans les accompagner, ça peut être de faire un super diagnostic, mais ça peut être de leur donner un super sourire, de les réconforter, de leur donner des explications qu'on leur a pas données. Ça, c'est plein de choses différentes qui fait que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous dites ouais, OK, aujourd'hui, je fais des trucs bien, quoi. Aujourd'hui, j'ai servi à quelque chose dans ma vie, quoi. Voilà, ça c'est et je pense que c'est ce qu'on appelle la vocation. C'est ça, c'est en soi, c'est viscéral. Ouais. Ok. Et du coup, l'imagerie, le Doppler, c'est arrivé. C'est arrivé comme j'étais pas interne, j'avais raté l'internat. Ouais. Je me suis dit, OK, un DU d'écho, vous pouvez le faire en étant médecin généraliste. Donc, comme j'avais accompagné mes patients, en fait, c'est arrivé grâce à l'ordre. Après, c'est ça, c'est arrivé. Du coup, j'ai dit, je fais le DU d'écho. Ouais. OK, comme ça, j'étais embauchée à Gustave Roussy comme vacataire en échographie. Là, c'était une opportunité, du coup. C'est une opportunité, voilà. Après, je fais ma thèse de sciences sur l'écho-Doppler, mes publiés et tout. Et puis après, quand je commençais à faire l'écho-Doppler, mais versus le scanner, l'IRM. Et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, si je veux passer mon concours de spécialiste et être radiologue et tout, c'était la qualification radio. Mais je suis rentrée par la porte du DU d'échographie. D'accord. Et j'imagine que ça change beaucoup de choses, en fait, par rapport à... Ah oui, ça change beaucoup de choses. Non, mais d'autres personnes qui sont devenues radiologues, j'ai envie de dire, par une moi, j'ai vraiment un parcours de recherche. J'ai commencé très tôt dans ma carrière, bien plus tôt que les jeunes, finalement. Parce que les autres médecins qui deviennent internes, plus chefs de clinique, et après, ils font une thèse de sciences, moi, je l'ai fait bien plus tôt qu'eux. Donc, j'ai initié bien plus tôt des recherches. J'ai vraiment été baignée. Et moi, c'était par la recherche que je m'en sortais. Je le savais. Donc, il fallait que j'innove. Du coup, j'ai inventé j'ai des brevets qui ont été rachetés par Toshiba, par exemple, qui fait que j'ai été connue mondialement et qui fait que ça a fait ma renommée. Et moi, j'adore être pionnière dans ce que je fais, quoi. Là, on vient de faire un autre brevet avec Garbet. J'aime bien être pionnière, être la première, démontrer des choses et après les transmettre, les disséminer et que ça serve pour les patients. Et c'est vrai que j'ai cette fibre de découvrir des choses, de prouver des choses que l'on pensait peut-être, mais qui n'étaient pas démontrées. Et c'est ça, j'adore ça. Alors, je pense qu'en fin de carrière, je ferai peut-être un peu moins d'enseignement, mais la recherche continuerait. Les patients, c'est sûr, ça, on l'a dit. Parce que vous n'êtes pas en fin de carrière, là. Alors, ouais, je vais avoir 61 ans. Ça vous paraît? C'est le début. Et comme vous êtes chez TH, je sais que je vais travailler au moins jusqu'à 67, entre 67 et 70 ans. Voilà. Après, l'intensité va être... je pense que passer 65 ans... de toute manière, physiologique, là, je m'en rends bien compte des fois. D'ailleurs, je dis maintenant aux jeunes, le week-end, je travaille plus, le soir, je travaille plus. Enfin, j'ai un rythme de vie, je suis obligée de récupérer parce que physiologiquement, de toute manière, puis vous êtes usé par une machine 35 ans de Gustave aussi, ça vous use quand même. Enfin, même si on est toujours passionné et tout, il faut récupérer. Donc, par exemple, pendant les vacances, je ne regarde pas mes mails. Ma secrétaire le sait, elle gère tout. Voilà, maintenant, il faut que j'ai vraiment des moments où je récupère. Après, c'est une question d'organisation. Ouais. Et puis, moi, j'adore déléguer. Donc, j'ai plein de jeunes, je délègue sans problème. Ça, je délègue. Ça, c'est un truc... faut juste former les bonnes personnes et après, ça roule tout seul. Et si je reviens dans les histoires d'écho-Doppler, il y a quand même ce côté de... c'est prendre les sujets, peu importe lesquels, pas parce qu'ils sont... c'est de la cancéro. C'était de la cancéro, mais l'imagerie c'était rentré là. Par l'imagerie, c'était rentré par le Doppler, c'était rentré, en fait, quasi peu importe. Peu importe. Et au final, en fait, c'est un peu se nourrir par ce qu'il y a, ce qui existe, chercher des choses, d'être pionnier. Mais du coup... pas forcément faire, je sais pas, ou ce que tout le monde fait, ou ce qui est le plus tendance en ce moment, ou ce que... alors après, c'est aller dans l'innovation, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que je suis vice-présidente pour l'innovation et tout. C'est vraiment innover. Donc, innover en imagerie, ou innover pour le patient, innover avec les oncologues, avec les nouvelles drogues. J'avais beaucoup travaillé avec les pharma. Donc après, c'est effectivement aller chercher des thématiques différentes et les croiser. Parce qu'on se rend compte qu'en médecine,
c'est très cloisonné, c'est très en silo. C'est-à-dire que vous avez les radiologues d'un côté, les oncologues et tout. Non, il fallait très tôt. Moi, j'ai beaucoup bossé avec les oncos, plus avec les oncos des fois qu'avec des radiologues. D'accord. Parce qu'il fallait comprendre leurs problématiques. Finalement, de quoi ils avaient besoin pour leurs patients. D'un outil qui permettent dans les essais précoces de savoir si une drogue marchait ou pas. Ouais. Donc je me dis, ok, je vais développer ma technique qui permettra d'aider les oncos à savoir quand une pharma propose une nouvelle drogue, est-ce qu'on peut savoir très vite si ça fonctionne ou pas, quoi. C'était ça, quoi. Et c'est un sens hyper peut-être pratique aussi. Pragmatique. Vous avez tout compris, là. Bah, je sens le pragmatisme. En fait, c'est pas drivé par, j'ai envie de dire, les attentes des gens, c'est juste être basique, quoi. Ouais, c'est exactement ça. À chaque fois, je dis à mes jeunes, je dis toujours, OK, quelle est la question posée? OK, on fait une étude, à la fin, on fait une publi et on donne un résultat qui permet de mieux monitorer les patients ou de mieux sélectionner les patients ou de mieux aider. Voilà. Il faut quelque chose de concret pour les patients. C'est-à-dire qu'il y a tellement de publications qui sont faits magnifiques avec des petits P significatifs, mais l'oncologue ne peut rien en faire. Moi, ce que je veux à chaque fois, c'est dire, OK, on fait une recherche, mais il faut qu'après, elle soit utilisable en routine pour les patients. Voilà. Et bien ça, la fin du chemin est toujours compliquée. On se rend compte qu'en recherche, il y a beaucoup de choses développées, mais ça reste en suspens et c'est jamais appliqué. Et la fin qui est toujours dure, finalement, de comment on la met, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut la mettre en routine chez les patients, c'est toujours dur à la fin. Hein. C'est toujours compliqué. Et c'est pourquoi, Et ça, c'est le plus dur. Et c'est là la puissance et la valeur de ce que vous faites et de ce qui est reconnu. Pourquoi ça s'arrête trop tôt? Parce que c'est dur à mettre à la fin, les gens s'arrêtent, ils ont fait leur publi, ils passent à autre chose et tout. Non, il fallait au bout des choses, il fallait au bout pour le patient. Il faut se mettre à la place du clinicien, du patient, et de dire, OK, est-ce que je développe, ça peut changer la vie du médecin ou la vie du patient, et comment je peux le changer? D'accord, il faut que ça soit entre ses mains ou entre les mains de tous les médecins. Exactement, ouais. exactement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, qui ne sont jamais arrivées au bout. Alors peut-être parce que les gens n'ont pas cette pugnacité d'aller à la fin. Tu avais un exemple, je sais pas, une publi où vous dites, en fait, j'aurais pu m'arrêter là, mais non, je continue. Bah oui, par exemple, la technique que j'ai inventée. On peut se dire, OK, très bien, j'ai fait un brevet, c'est racheté. Non, l'idée, c'était de se dire, faut que ce soit utilisé, il faut que ce soit dans les guidelines. L'étape d'après, alors que j'avais fait, je sais pas, 4 ou 5... Ouais, aller jusqu'à la guidelines, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, la reconnaissance internationale, on dit, OK, c'est la référence mondiale. OK, on l'utilise dans tel... Et j'avais fait plusieurs études monocentriques. J'aurais pu me dire, OK, j'ai fait 4 magnifiques études, c'est bon dans mes publis. Non, je me suis dit, pour que ce soit reconnu, il faut une étude multicentrique. Voilà. Et donc là, je suis allée voir l'INCa. Et à l'époque, il y avait des gros appels d'offres. J'ai répondu à un gros appel d'offres, je sais que c'était 1,5 million d'euros. J'ai récupéré 19 équipes en France, des centres anticancéreux, des CHU et tout. Je leur ai dit, OK, j'ai inventé une technique, mais maintenant, il faut démontrer qu'elle ne marche pas que à Gustave Roussy dans les mains d'experts, mais dans toute la France, là où il y a des internes des PUPH. On a fait une grosse étude sur 500 patients, suivis pendant plus de 6 ans, et on a démontré la pertinence de l'outil, que ça a aidé à prédire l'efficacité des drogues qui détruisaient les vaisseaux. On a validé un biomarqueur parce qu'on a corrélé à la survie. Et après, ça a été référencé dans un Nature Review Clinical Oncology. Okay. Et c'est dans les guidelines internationaux d'ultrasons. Voilà. Donc, c'était vraiment... Ça, c'est vraiment... Je cherche, je trouve et j'applique. Hein. D'accord. Alors, ça a été long parce que le brevet, c'est 2005. Et les publications multicentriques et tout, c'est arrivé en 2015. Donc, ça a été 10 ans de développement. Ah, c'est là où c'est dur. Ouais. Donc là, il ne faut pas lâcher. Il faut faire d'abord preuve de concept sur un fantôme, les petites études chez les souris, les études monocentriques chez les patients, l'étude multicentrique, ensuite convaincre Toshiba. Et maintenant, sur toutes les échographes du monde entier, il y a ma technique qui est implémentée sur les échographes. D'accord. Voilà, plus utilisée. D'accord. Et l'industriel, il rentre dans l'histoire à quel moment? Au tout début, quand Canon. Alors, Canon est rentré assez vite parce que... C'était Canon. Ouais, c'était Toshiba. Enfin, maintenant, c'est Canon, mais à l'époque, c'était Toshiba. Donc, j'étais avec Pierre Perronneau, donc l'inventeur du Doppler. Et moi, je lui avais dit mon idée et tout. Et j'avais été présenter mes premiers travaux. Et à l'époque, en fait, on faisait de la quantification mais avec Photoshop. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu, je pense que vous êtes trop jeune, mais ouais, c'était sur les images, quantifié avec Photoshop. Bon, mais c'était juste, c'est de l'arnaque, hein, c'est affreux. Et donc, je vais présenter aux États-Unis. C'est une belle étude que j'avais fait sur les sarcomes en évaluant le Glivec qui venait de sortir chez Novartis, la super drogue révolutionnaire et tout. Et donc, je quantifiais mes échos de contraste avec Photoshop. Je présente ça au RSNA et là, je me fais mais incendié.
mais vraiment, c'était un radiologue du MD Anderson à Houston, mais vraiment qui me déchire. En disant, comment vous pouvez proposer une quantification avec Photoshop et tout? Moi, j'avais plus. Il a pleuré. C'était fait sur 50 patients avec des sarcomes. Enfin, c'était un truc et tout. Je me fais, ouais, je rentre ici quasiment. Et là, je vais voir et Pierre Perronneau me dit, OK, Nathalie, alors on va quantifier, on va partir sur des. Il faut demander aux industriels qui nous donnent les données linéaires brutes. Et donc là, on va voir chaque industriel qui avait des échographes. Donc il y avait GE, Siemens, ça. Et on leur dit, voilà, on voudrait les données linéaires brutes parce qu'il faut qu'on fasse de la vraie quantification. Il ne faut pas faire Photoshop. Et donc là, vous avez la majorité des industriels qui disent non, secret défense. On ne donne pas les raw data, c'est secret. Okay. Sauf les Japonais, Toshiba, qui acceptent. Bah, c'est un pari, hein. Donc ils me font venir au Japon, je leur explique ça. Ils disent bon, bah, OK, voilà, on signe les contrats. OK, on vous donne les données brutes. Et à partir de ça, on a pu donc créer le brevet. Et voilà. Et donc, eux, ils nous ont suivis. Ils m'ont suivi dans tout. Ouais. Voilà. Ils m'ont donné accès. Et pour vous dire, ça a été long. C'est que, par exemple, GE, il y a juste 5 ans, tout d'un coup, ils ont annoncé au Grand Congrès à Chicago, ça y est, nous donnons les données, accès aux données linéaires brutes. C'était 15 ans après ce qu'on avait demandé. Et voilà. Mais donc, on avait réussi à convaincre les Japonais. Ouais. Et moi, les Japonais, tout le monde dit, c'est dur de travailler avec eux. C'est dur de les convaincre. Hein. Mais le jour où c'est OK, où vous signez le truc, ils sont hyper réglo. Et ils vous suivent, ils sont d'une fidélité à toute épreuve. Donc ça a été dur de les convaincre, mais après, ils ont toujours été là. Hein. Et ils continuent toujours. Je suis référente monde en ultrason et Gustave aussi. J'ai des machines prêtées. J'ai un ingénieur temps plein payé depuis 10 ans. Donc, et je continue à publier beaucoup. Je travaille beaucoup. Enfin voilà, c'est un partenariat qui dure. C'est incroyable. Hein. C'est une très belle histoire d'un partenariat avec des industriels réglo, carré, fidèle. Voilà. Les Japonais, c'est vrai qu'ils font pas d'entourloupe. Ça, c'est... c'est pas le cas de tout le monde. C'est plus... Voilà. Bon, maintenant, je bosse avec d'autres industriels, mais c'est vrai que ça a été... ça a été... Et au début, je me suis fait assez critiquer dans le monde de la radiologie parce qu'ils comprenaient pas. Ils disaient, mais il faut que tu bosses avec tout le monde et tout. Je dis, non, si vous faites vraiment de la recherche très en amont et pionnière, et que vous voulez vraiment faire de la R&D, vous pouvez pas bosser avec tous les industriels. Il faut faire un choix, quoi. Ouais. Après, OK, il faut pas se tromper de cheval, faut bien, faut se dire, OK, c'est le bon industriel et tout. Mais là, vous pouvez pas faire... Maintenant, je fais plus de choses avec d'autres industriels, mais sur des thématiques différentes, je fais toujours très attention d'avoir un périmètre bien défini, qu'il n'y ait pas d'overlap et tout, parce que sinon, là, vous pétez tout. Voilà. Et ça, c'est aussi l'intérêt de bosser avec Gustave, c'est d'avoir cette possibilité de travailler avec tous les industriels. Ouais. Parce que c'est aussi un accélérateur de recherche. Oui, parce que là, finalement, ça a pris 10 ans, mais sans eux, vous n'auriez rien fait. Enfin, j'aurais pas pu, quoi. OK, j'aurais déposé mon modèle, puis après, so what, quoi. Rien du tout, quoi. Je plante mes choux. Hein. Donc, effectivement, c'est... Non, mais c'est ça. Enfin, du coup... Dans PharmaMind, c'est essentiellement des personnalités qui font la pharma, donc c'est forcément des gens qui voient en fait les derniers mètres des innovations quand ça arrive ou sur un marché ou que ça va arriver. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'hyper en amont et en se disant, parfois, oui, c'est des paris. C'est des paris. C'est des rencontres, c'est des paris. Ouais, c'est des rencontres, c'est des paris. Après, moi, j'ai eu une ou deux fois des choses qui n'ont pas marché ou que j'ai arrêté. C'est là que je viens de reprendre. Voilà, il y a par exemple l'imagerie moléculaire en ultrason. J'avais déposé un brevet avec des Américains. C'était en 2003. Puis je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas. Okay. Ça coûtait trop d'argent. Mon patron m'a dit on ne va pas y arriver. Quoi. Pourtant, j'avais levé de l'argent et tout ça à la région, mais je n'y arrivais pas. J'ai arrêté. OK. Mis de côté. 10 ans. 20 ans. Voilà. Mais ça me travaillait que, je sais pas, l'imagerie moléculaire. Et, c'est la boîte à tout d'un coup. Et là, tout d'un coup... on a réussi à convaincre un industriel, et puis parce que aussi je suis plus visible et plus voilà. Et donc là, on va faire une phase 1 chez les patients. Voilà, incroyable, avec un agent de contraste, ultrason, moléculaire qui cible des récepteurs. Enfin voilà. Mais il faut savoir arrêter. Mon patron m'a toujours dit, Nathalie, parce qu'il voyait que j'étais quand même assez têtue. Il me dit, OK, c'est bien mais des fois, il faut se dire, OK, là, il faut arrêter, il faut couper la branche. Chut, stop, tu t'épuises. Alors, et puis, tu repars sur d'autres trucs et peut-être tu reprendras après. Et ce projet-là, c'est... Ça a été repris, du coup, combien de temps après, là 15 ans après, là. Ouais.
15 ans après, c'est mais ça qui est... ouais, il n'y avait pas assez de maturité, 15 ans après, il n'y avait pas assez d'argent, il y avait pas. Et là, en fait, c'est reparti parce que il y a les problèmes avec les produits de contraste en gadolinium, les produits de contraste le scanner, ça irradie, et tout d'un coup, on découvre la technique d'ultrason qui irradie pas, qu'on peut faire 50 000 fois, qui est moins coûteuse que le PET scan. Maintenant, on a la techno pour quantifier. Ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, c'est le moment, quoi. Ça y est, c'est. En fait, on est toujours, faut que les astres s'alignent pour y aller. Ouais. Et là, tout d'un coup, ça s'aligne, donc on est reparti, et voilà. Et voilà, on va voir. C'est un pari, il faut que ça fonctionne. Mais moi, je serais contente d'avoir fait, fait cette étude d'imagerie moléculaire en ultrasons, parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur à l'époque, mais c'était trop novateur, trop tôt. J'avais pas assez d'argent, quoi. C'était pas possible, quoi. Et quand les industriels ne la suivaient pas, vous avez quand même besoin des industriels, quoi. On peut faire de la recherche académique, hein. Mais maintenant, par les temps qui courent, vous avez quand même besoin de l'impulsion des industriels et de l'argent des industriels et tout. Hein. On a besoin des trois. Enfin, oui, non, mais c'est là, je comprends bien. Il y a le dernier mètre, il y a le fait aussi d'être capable de diffuser. Il faut de la puissance derrière. Il faut que derrière, ça pousse, hein, parce que sinon, on doit rester tout seul au milieu de la pampa. Hein. Ok, c'est hyper intéressant, ces histoires de savoir attendre, temporiser, savoir... parce que c'est aussi... c'est mes patrons qui m'ont appris ça, ouais. Temporiser, ça va attendre. Parce que vous avez aussi des jeunes qui font de la recherche avec vous, il ne faut pas les mettre dans le mur. Il ne faut pas les mettre sur des sujets, finalement. Vous pensez à ça, pas... Mais bien sûr, je suis responsable quand même de tous mes petits jeunes. C'est quand même tous les jeunes que j'emmène, c'est pour qu'ils aient du boulot derrière. Enfin, ok, on fait de la belle recherche, mais derrière, il faut qu'ils trouvent des jobs. Il faut qu'ils aient aussi une vie de passion et tout ça. Et donc là, je me dis, non, là, je ne pouvais pas les emmener là-dessus. C'était un peu un cul-de-sac, là. Hein. Donc, on est responsable des jeunes quand même. Oui, mais après, c'est... Oui, je pouvais penser qu'à moi, non. Non, on peut ne pas tout maîtriser, ne pas tout aussi, même si avec de l'expérience, il faut savoir ce qui va se passer. Oui. Tout ça. Il y a des domaines, parfois, on ne sait pas... Oui, des fois, il y a même des fois, Gustave aussi, des choses qu'on a voulu lancer, que des collègues ont voulu lancer, puis tout d'un coup, voilà. En fait, ça dépend de quelqu'un qui y croit. C'était pas le moment, enfin voilà, c'était pas les bonnes personnes aussi. Faut que ce soit au bon moment, faut qu'il y ait les bonnes personnes. Enfin, faut analyser l'écosystème. Il faut avoir une espèce de vision de est-ce que on peut pas tout maîtriser, jamais dans la vie, mais quand même dans la Comment vous réfléchissez alors? Comment vous pouvez expliquer? En fait, je sais. Ça veut dire quoi, du coup, guider un groupe de recherche, groupe d'étudiants? Moi, c'est toujours guider un groupe de recherche. On a des thématiques. Là, on est sur du biomarqueur en onco, pronostic prédictif. Donc, je sais ce qui peut être porteur pour les patients, pour les oncos, pour les pharma, pour l'imagerie. À 50, 10 ans? 5 ans. 10 ans, c'est compliqué. Moi, les gens qui se projettent à 10 ans, moi, je trouve que c'est... comme j'aime bien avoir quelque chose de concret, pragmatique, 10 ans, c'est trop loin pour moi. D'accord. Et pourtant, la très belle recherche, je sais pas, les ministres doivent dire, on voit à 10 ans et tout. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. Comme j'aime bien arriver à des choses concrètes, plus de 5 ans, moi, j'ai du mal à voir le concret, quoi. En fait, je dis toujours aux jeunes, je préfère construire mon château avec des petites briques au début. Après, j'agrandis, je fais ma première pièce et tout, plutôt que de me dire, OK, je fais d'abord mon grand château, puis on verra après. Faut être réaliste aussi. D'accord. Donc, vous voyez clair, même si on est visionnaire et pionnier, il faut être réaliste et il faut toujours... Finalement, parce que les jeunes, on est là pour leur remplir leur CV. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver du boulot. Ce qui reste à la fin, c'est les publis. Hein. Des brevets ou des publis. Qui attirent l'œil de quelqu'un. Globalement, c'est ça. OK, vous avez les diplômes. Mais moi, quand je regarde, c'est dans quel stage il est passé, dans quel endroit il est passé, avec qui l'équipe il a bossé. Est-ce qu'il a été capable de publier? Voilà. Est-ce que son nom est bien en premier, dans un temps assez court? Voilà. Est-ce qu'il a bien rythmé? Je regarde plutôt ça. Bon, puis après, l'envie de dépasser, la passion et tout. Et donc, du coup, moi, les projets que je lance, c'est des choses sur 5 ans. D'accord. Faut que j'arrive avant 5 ans à un résultat concret. Quelque chose, donc, c'est ou en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans. Mais faut arriver à des choses concrètes. OK. Et du coup, c'est quoi, les sujets, c'est quoi? Alors, les sujets actuellement... Donc là, les thèmes sur lesquels je suis partie, il y a l'imagerie moléculaire, les ultrasons moléculaires. Ça, c'est la partie vraiment ultrason qui est mon petit bébé jusqu'à la fin, que je mènerai. Et puis, c'est tout ce qui est biomarqueur, c'est charge tumorale. Alors, là, on rentre dans un sujet. Ça fait plus de 20 ans qu'on explique aux radiologues. Donc, au niveau international, on a une seule règle, tous ensemble, pour être sûr de parler de la même chose. C'est-à-dire que quand on évalue un patient qui a plusieurs métastases, on dit, voilà, vous avez une règle, vous allez mesurer que 5 lésions, et comme ça, d'un scanner à l'autre,
que le scanner soit fait dans n'importe quel endroit, on va mesurer de la même façon. Sauf que vous dites, c'est hyper restrictif, quoi. Le patient, par exemple, il a 20 métastases, mais vous en mesurez que 5. Jusqu'à présent, ça posait aucun problème à personne. Sauf que arrive la biopsie liquide. La biopsie liquide, moi, j'arrête pas d'en parler, mais c'est un nouvel outil qui va révolutionner l'oncologie. Jusqu'à présent, ça fait 10 ans, moi, je pense même 15 ans, qu'on parle de médecine de précision. Il y a des millions et des millions qui ont été injectés. C'est-à-dire qu'on disait, on va faire une biopsie à un patient sur une lésion, on prélève, on regarde au microscope les petites cellules, on dit, voilà, c'est tel type de cancer, telle anomalie. Alors, on a pas mal démembré maintenant, par exemple, les cancers du poumon, les cancers du sein, tout ça, grâce au génome. Sauf que, il y a un trou dans la raquette. On se rend compte que si vous faites une biopsie à un autre endroit, sur une autre lésion, vous n'avez pas forcément de bons résultats. Vous vous dites, tout ça pour ça. Donc, on n'a pas une analyse globale du patient. La biopsie liquide, qu'est-ce que c'est? Vous faites une prise de sang à un patient. Vous captez dans le sang l'ADN des tumeurs qui circulent dans le sang. Donc, l'ADN de toutes les métastases du patient. Et vous captez, et après, vous analysez les modifications. Donc, vous êtes beaucoup plus holistique, beaucoup plus large. Eh bien, vous dites, le scanner, c'est pareil, quoi. Je ne vais pas mesurer mes 5 métastases. En fait, il faut que je mesure tout. Ce qu'on appelle la charge tumorale. Sauf que là, il y a un problème. Vous avez entendu parler de la démographie des radiologues. On dit qu'il y a moins en moins de radiologues. Un scanner, c'est, quand vous évaluez un scanner, c'est un scanner tous les 10 minutes, 15 minutes maxi. À chaque fois, c'est 2000 images. Donc, c'est-à-dire que tous les 10 minutes, un quart d'heure, vous avez 2000 images, un compte-rendu à faire. Ça va, à la fin de la journée, vous avez mal aux yeux, la tête au coucou. Et si vous demandez en plus au radiologue de mesurer toutes les lésions, par exemple, s'il a 100 lésions, c'est impossible en 10 minutes. Enfin, voilà. Et donc là, vous dites, OK, si on veut évaluer cette charge tumorale, là, il faut développer des outils d'IA, d'intelligence artificielle. Et ça, c'est mathématique, là. Donc, c'est développé, c'est un projet qu'on vient de déposer avec Guerbet, pour lequel on va avoir la réponse à la fin de la semaine, probablement, BPI France, un gros financement, où notre vision, donc d'ici 5 ans, on devra produire une plateforme sur laquelle on injecte le scanner d'un patient et automatiquement, un algorithme détecte toutes les métastases du patient, les segmente tous et dit, OK, par exemple, ce patient, il a 200 mm de tumeur, 200 mm3, 300 mm3. Et on sait que cette charge, avant de débuter un traitement, elle est très pronostique. Vous pouvez stratifier. Et là, on vient de sortir un article dans l'European Journal of Cancer. C'est des patients atteints de cancer du côlon, métastatique, qui répondent très bien à l'immunothérapie. C'est un statut particulier, c'est des patients MSI positifs. Donc, c'est une anomalie moléculaire. 50% des patients répondent à l'immunothérapie. Donc, c'est magnifique. On peut donner une double immunothérapie. Alors, on a un problème de santé publique. L'immunothérapie, c'est extrêmement cher. C'est 70 000 € la cure. Donc, une double immunothérapie, c'est 140 000 €. Ce n'est pas 300 € la chimio. Voilà. Eh bien, en regardant cette charge tumorale, le nombre de métastases et tout, on a démontré qu'on était capable de stratifier, savoir pour qui il fallait tout de suite donner une double immunothérapie, des très mauvais pronostics, versus ceux pour lesquels une seule immunothérapie suffisait pour qu'ils aient une... Donc ça, c'est concret. C'est pour l'oncologue. C'est un scoring. Il compte le nombre de millimètres cubes, le nombre de méta, l'âge. Enfin, il y a un petit scoring. Il y a 4 paramètres à faire et il peut stratifier. Et ça, on l'a fait avec un oncologue qui est vraiment un des référents mondiaux sur le cancer du côlon, le professeur Thierry André de Saint-Antoine. Et on a fait cette étude ensemble. Donc, c'est vraiment concret. C'est de la charge tumorale. Et moi, je travaille là-dessus. Donc, c'est des outils d'IA. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est tous mes radiologues qui segmentent toutes les tumeurs. Donc, ça prend une plombe, c'est de la recherche. Mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui fait automatiquement. Quoi. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est... Et moi, avant de partir à la retraite, je suis sûre que c'est bon. OK. Bonne nouvelle. Et si ça arrive avant, je pars à la retraite. Je serais complètement épuisée et tout, mais c'est de la très belle recherche. Et donc, vous avez compris, c'est de la recherche où en fait, on corrèle la biopsie liquide et l'imagerie. Donc, on ne reste plus en silo sur l'imagerie. On fait biopsie liquide, imagerie, voilà. Et là, voilà. Et ça va servir aussi pour toutes les pharmas. Hein. Enfin, là, ça embarque tout le monde. Hein. Comment, du coup, vous arrivez sur la biopsie liquide, sur l'IA? Comment on arrive? Comment on mélange tout? Comment on mélange tout? À quel moment? Comment on fait?
Il y a une recette, il faut suivre la recette ou pas. C'est vrai que cette année, quand on l'a présenté au Restaurant à Chicago, en fait, on est les premiers au monde à faire ça. On est vraiment pionniers. Hein. Parce qu'on a présenté une étude de 1000 patients, on a tagué 55 000 métastases. Il y avait un Chinois dans la salle, il s'est levé qui a dit c'est impossible, vous n'avez pas fait ça, quoi. C'est impossible de faire ça. Comment vous avez réussi à faire travailler des Français à taguer 55 000 métastases? Je dis si, voilà, je leur ai dit que c'était hyper important. Et c'était des jeunes que j'ai pris 1 an en recherche pour faire ça. Des radiologues. Après, ça, c'est parce que depuis 25-30 ans, je suis en lien toujours très étroit avec les oncologues d'ici qui sont vraiment à la pointe. Et eux, ils m'éduquent sur ce qui est nouveau et tout. Et la biopsie liquide, il m'avait alerté. Et Benjamin Besse m'avait dit, tu verras, la biopsie liquide, ça va remplacer le scanner. Je dis quoi? Non, pas possible. On va être complémentaires, mais tu vas pas remplacer le scan. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est en discutant. D'accord. Et c'est toujours des échanges qui doivent être faits. Ouais, c'est des ponts qui sont faits très en amont. Oui. En fait, c'est ce qu'il faut. C'est pas rester... C'est peut-être parce que très tôt, j'ai été dans la recherche. Donc, du coup, très tôt, moi, je suis pas restée interne en radio dans tout mon truc, radio. Et du coup, j'étais obligée d'ouvrir. C'est de par cette formation recherche, je pense. Le pragmatisme. Du coup, pour moi, on me met sur n'importe quel sujet. J'y vais. Je dis, ok, alors, c'est quoi le sujet? C'est quoi le problème? D'accord, c'est voir différemment. Qui on prend les acteurs, qui on doit mettre avec qui. Alors après, ça demande une gymnastique, ça demande de l'énergie, de faire travailler des gens qui ont des métiers différents, des compétences différentes, des objectifs différents. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, donc ça demande une certaine... Et c'est surtout, après, trouver les gens qui ont la présence d'esprit de dire « Ah, ça vaut le coup que je lui parle, elle. » c'est ça. Parce qu'elle n'a rien à voir avec mon histoire. Mais c'est de l'énergie qu'on met. Alors, c'est vrai que c'est faut toujours mettre cette énergie positive, ce truc de dire faut embarquer les gens, faut les faire monter dans le TGV, mais les plus beaux projets actuellement, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont décloisonnés, avec des gens qui ont vraiment des visions, des cerveaux différents, et c'est là, et toujours des gens de l'hôpital, des gens de la recherche et des gens de l'industrie. Moi, tous mes projets maintenant, c'est toujours ces 3 mondes mêlés. Et on peut revenir juste sur cette histoire de, je sais pas, intéresser des gens qui sont d'un domaine un peu à côté à regarder autre chose. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une manière de... Alors, même si je pense que c'est alors je vais vous dire, j'ai appris ça depuis 10 ans avec une fonction qu'on m'avait donnée de diriger l'IFSBM, cet institut qui donne des formations biomédicales aux ingénieurs des grandes écoles. Ce sont des étudiants qui pourraient aller dans les finances, très bien gagner leur vie et tout, mais qui veulent donner un sens à leur vie et aller dans la santé. Ils sont quoi comme formation de base? Alors, ils sont en train de finir Centrale Supélec, Polytechnique, c'est les grandes écoles. Ingénieur. C'est Normal Sup, c'est l'Institut d'optique, mais il y a aussi Polytech, parce que du coup, maintenant, j'essaie d'embarquer d'autres jeunes en même temps. Souvent, c'est des jeunes d'ailleurs qui ont raté médecine et qui sont rentrés ingénieurs et qui veulent quand même rester dans la santé. Et là, je dois les emmener dans la santé, mais pas que l'imagerie. C'est-à-dire que c'est un double cursus. Donc, ils font leurs études d'ingé et en parallèle l'IFSBM. Et donc là, c'est une offre de formation où chaque année, je peux créer des nouveaux modules. Par exemple, cette année, on va créer un nouveau module microbiote. L'année dernière, c'était la place de l'ingénieur dans le sport de haut niveau avec les JO. Donc, vraiment, je fais des grands écarts. Mais ça m'a appris depuis 10 ans à finalement intéresser les jeunes, à comprendre d'où ils venaient, où ils voulaient aller, est-ce qu'ils savaient où ils allaient, des fois même pas, et essayer de les emmener là où on avait besoin d'eux dans le monde de la santé. Parce que des médecins tout seuls, on n'y arrive pas. Des ingés tout seuls, ils n'y arrivent pas. Les chercheurs tout seuls, ils n'y arrivent pas. Mais il y a une vision quand même, c'est de voir, d'être capable d'écrire 5 ans, 4 ans, 3 ans d'avance ce qui va être intéressé. Mais du coup, alors, c'est aussi d'aller capter justement des gens, par exemple, dans les pharma qui sont un peu visionnaires, qui moi, vont me nourrir. Donc, c'est des profs que je prends, je leur demande d'enseigner, je vais les écouter et je vois où est-ce qu'ils se projettent. D'accord. Dans l'imagerie, pareil, il y a le management hospitalier, c'est vraiment des thématiques très différentes. Donc, c'est vrai que c'est... après, c'est peut-être parce que c'est la maturité, j'ai vieilli. Et c'est s'intéresser à ce qui se passe autour dans le monde, comment ça je pense que c'était dès le début, mais là, ça devient très game changer. Je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien, quoi. J'aime bien mêler les mondes différents, quoi. J'aime pas être qu'avec des radiologues ou être j'aime bien mêler les cultures différentes, les âges différents aussi. Parce que c'est des gamins qui ont 20, 22 ans. Moi j'ai 3 fois leur âge quand même, globalement. Les chercheurs ont entre les deux, c'est un peu... Et c'est ce mélange aussi d'âge, c'est formateur, quoi. Nous, on a besoin d'être stimulés par des jeunes. Moi, depuis 10 ans, depuis que j'ai cette formation,
je bosse beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus véloce, parce que je suis obligée de passer d'un truc à l'autre, d'aller vite. Et je raconte toujours cette anecdote. C'était mon premier étudiant, la première année, Philippe de Vaumécourt. C'était un centralien qui a fait une très belle carrière. Donc, il est centralien, il s'inscrit à l'IFSBM et je le récupère comme stagiaire. Okay, donc, il fait son stage avec moi. Et donc, tous les soirs à 18h, il revenait dans mon bureau, il disait « Bon, Madame Lasso, j'ai fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je me disais « Mais il ne va pas débarquer tous les soirs à 18h, je ne vais pas y arriver. » Enfin, moi, j'avais d'autres trucs. Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais Nathalie, tu as la chance, tu as un garçon incroyablement brillant, qui travaille très vite, qui est très véloce, qui a plein d'idées. Donc, tu vas essayer de te mettre plutôt à son rythme plutôt que de le faire aller à ton rythme. » Et donc là, pour moi, ça a été un révélateur. Du coup, je lui ai installé un ordi dans mon bureau. Tous les soirs à 18h, on bossait ensemble. Plutôt qu'il me demande sans arrêt des trucs nouveaux et tout, je lui dis, tu vas venir m'aider. Donc, c'est comme ça qu'on a créé les Data Challenge à la Société française de radiologie. Okay. Il a fait une très belle carrière, Philippe. Donc, il a bossé avec moi 6 mois. Ensuite, il est rentré à la direction de la transformation numérique à Gustave Roussy. Ensuite, à la cellule de valorisation JRT de Gustave Roussy. Ensuite, il est parti chez Hawking. Et maintenant, il est chez Moderna à New York. Et il est président de l'association des anciens de l'IFSBM, très fidèle. Et ça, c'est des parcours inspirants, disruptifs. Mais ouais, Philippe de Vaumécourt et tous les jeunes, souvent, parce qu'en début d'année, je les reçois tous, donc c'est une centaine de gamins, quand même, promo. Je les vois tous, un par un et tout. Et à chaque fois, ceux qui sont un peu perdus, je leur ai dit, faites une visio, parce que Philippe est très inspirant, quoi. C'est des jeunes, pour moi, c'est des vrais atouts autour de moi, des gens très inspirants qui aident les jeunes aussi à aller... Parce que moi, je ne peux pas, des fois, aider tout le monde, à un moment donné, je n'ai plus assez de temps et d'énergie. Hein. Et donc, c'est des pions comme ça, qui sont autour de moi et qui des fois, même m'aident à aller encore plus vite. Et c'est important de savoir s'entourer de jeunes, de délégués. Voilà. Ouais, parce que il y a cet enjeu en fait dans faire travailler les jeunes et les plus vieux ensemble, c'est en fait se comprendre en fait, c'est de couper, de laisser des prises de discussion, de compréhension et en fait ça des rythmes différents, des envies différentes. Les jeunes, par exemple, dans la formation, c'est vrai que le directeur de Centrale Supélec, quand j'avais remonté cette formation, j'avais été voir le directeur des grandes écoles. Donc, moi, dans ma famille, il n'y avait pas du tout d'ingénieur. Donc, le directeur de Polytechnique, vous voulez quoi pour vos étudiants? Suite Centrale Supélec et tout. Et Hervé Biosser, qui était directeur de Centrale Supélec, m'avait dit, Nathalie, c'est l'élite française, hein, ces gamins. Ils sont extrêmement brillants. Ils savent tout apprendre par eux-mêmes. Donc, il faut leur donner une formation qu'ils ne peuvent pas trouver sur Internet. Et ben, c'était quoi? C'était faire de l'immersion, c'était de les mettre dans l'hôpital, de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire par eux-mêmes, quoi. Donc, il fallait essayer de créer, innover. Et c'est vrai que maintenant, c'est une formation qu'ils adorent. C'est 3 jours de formation, mais ça va assez vite, quoi. Au bout d'une heure, il faut qu'ils passent à autre chose, quoi. Donc, c'est hop, on les met dans un bain sur une thématique, ils discutent, c'est interactif. Hop, après, c'est une autre conférence. Enfin, faut s'adapter à eux. Ouais. Quoi. Ça me fait penser à la thématique de cette saison de Pharma Mind, c'est convaincre dans un monde qui change. Je pense que ça en fait partie. En fait, c'est aussi parce que là, ils sont brillants mais en fait, je pense que c'est aussi des attributs d'un peu tous les jeunes aujourd'hui. On a accès à tout ce qui se passe. Sur Internet, on a des podcasts comme ça qui permettent de donner un savoir de l'intérieur. Et du coup, est-ce que c'est une manière en fait de convaincre aussi des jeunes Oui, c'est une manière de convaincre. Après, c'est vrai de trouver des formats qui leur plaît, qui leur plaît, quoi, parce que parlent en fait. Ouais, c'est ça. Qui leur apprennent quelque chose en fait. Nous, on est obligés d'évoluer. Et après, il faut essayer de les emmener dans des choses qui les passionnent, qui les motivent, qui leur donnent un sens. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent trouver un sens. Encore plus avec la période Covid, là. Les jeunes, là, ils ont envie de trouver un sens à leur vie quand même. Hein. Vous n'allez pas les mettre 30 ans chez Peugeot, hein. Ça c'est sûr. Renault, de marque. Mais donner un sens. Et ils ont plus peur de... Avant, c'est vrai qu'ils voulaient aller dans des choses un peu linéaires. Maintenant, ils ont plus peur du disruptif. Ce que je leur dis, vous allez dans la santé, vous n'aurez pas un parcours linéaire, quoi. Vous n'allez pas rester 30 ans dans une mode. Même si moi, je suis 35 ans à Gustave, mais je fais tellement de trucs différents à côté et tout que... pas l'impression d'avoir fait 35 ans à Gustave. Bon, puis maintenant, je suis payé aussi par l'université, donc je suis quand même deux employeurs. Mais et alors on pensait... Moi, j'avais un a priori. C'est ça qu'on dit toujours, jamais d'a priori. Mon patron me dit, jamais d'a priori, Nathalie. On a l'impression que les jeunes, ils veulent monter leur start-up et tout. Mais pas du tout. À l'arrivée, finalement, ces jeunes, bon, il y en a 15% qui quittent la santé, mais il y en a quand même 85% qui restent dans la santé. Mais il y en a la moitié qui restent dans les hôpitaux. Donc, les hôpitaux ou l'HAS, la Haute Autorité de Santé, ça les intéresse beaucoup, l'ARS, tout ce qui organise le système de santé.
Et puis, dans les 50 autres pourcents, il y a la moitié qui vont dans les grands groupes, des pharma. Il y en a pas mal qui vont dans les pharma, qui aiment bien analyse des données, tout ça. Et puis, l'autre, dans les startups, voilà. Mais alors qu'on pensait que tous les jeunes iraient dans les startups. Pas du tout. C'est-à-dire que les startups, ils y vont un peu, ils s'amusent un an, puis après, ils disent non, OK, moi, je vais aller dans un truc quand même. Voilà, ça, il y a du moyen et tout, voilà. Mais ouais, c'est assez étonnant. Mais c'est marrant de voir ces jeunes grandir. Et puis maintenant, moi, je commence à suivre les promos, quoi, et de voir où ils vont, leur trajectoire. Qui me font découvrir aussi, du coup, les chemins qu'ils tracent. Ouais, c'est les chemins qu'ils tracent. Chaque année, on fait une soirée des anciens de l'IFSBM et on fait témoigner trois jeunes, finalement, sur leur parcours. Il y en a un, il a fait médecine après, il est réanimateur. Ah ouais. Et je dis, mais Grégoire... Tu l'as fait à l'envers. Non, mais Grégoire, je dis, mais en plus, c'est un matheux, c'était un normalien. Il dit, OK, c'est le premier que j'avais fait rentrer en passerelle en médecine. Chaque année, j'en ai 2-3 qui veulent rentrer en médecine. J'ai dissuade, j'ai dit, t'es sûr, la vocation, tu vas être de garde, tu vas être mal payé, tu te payes 10 ans en plus. Ah, je vais être... OK, d'accord. Bon, alors, il y en a toujours 2-3 qui finalement veulent faire médecine. Et Grégoire, c'était un jeune... très matheux, donc je me suis dit, bon, il va finir en imagerie, il va finir en neuro, ça. Réanimateur. Donc il témoigne, il dit, ça y est, j'ai réussi l'internat, je suis réanimateur. Je dis, mais Grégoire, c'est étonnant, quoi, parce que la réanimation, c'est quasiment la spécialité la plus dure, ça use les médecins et tout. Il me dit, ouais, mais là au moins, je sais pourquoi je suis là tous les jours, et surtout, je sais comment fonctionnent toutes les machines. Oui. Le seul médecin. C'était dingue. Et donc, il fait son internat à Nantes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance de savoir. Donc, il y avait lui, il y avait un autre incroyable. Lui, il a monté sa start-up pour l'immunothérapie avec l'équipe, avec Xavier Mariette sur le Kremlin-Bicêtre. Donc, incroyable, avec sa sœur, qui a fait les secs. Voilà. Et puis, la troisième, elle était chez Vandercraft, vous savez, la boîte qui fait les robots où vous levez, vous marchez et tout. Voilà. Donc, c'était marrant. 3 jeunes, voilà, avec des parcours très différents, mais chacun, il s'éclate, quoi. Au moins, ils vont être passionnés dans leur vie tous les jours quand ils se lèvent, quoi. C'est votre défi de lancer, en fait, des gens passionnés qui... Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes, ils n'aient pas envie... Enfin, tous les matins, quand ils se réveillent, ils sont contents d'aller au boulot et qu'ils n'aient pas l'impression que ce soit du boulot. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'aller bosser. Alors, j'ai fait quasiment... Pendant 18 ans, j'ai passé des examens. Enfin, vous pouvez mettre le truc, c'est... Pendant 18 ans, je passais des trucs. Ouais. Et je bossais en même temps. Mais j'avais pas l'impression. C'est une vie de passion. Il faut donner ça aux gens. Quand vous avez une vie de passion, vous vous levez tous les matins, on se bat pas pour l'âge de la retraite. C'est génial, quoi. C'est un truc. Mais c'est ça que j'ai envie de donner aux jeunes. Et souvent, quand je les reçois, je leur dis, OK, moi, je vais te donner un truc où tous les matins, t'as pas l'impression que tu vas au boulot, quoi. Mais tu fais un truc hyper important pour la société, pour les gens, mais tu vas pas en traînant les pieds, quoi. Tu vas en disant, on y va, haut les cœurs. Ça, c'est super. Enfin, Il y a du coup quelque chose qui vous plaît beaucoup, c'est de mettre un industriel, l'hôpital et la recherche en même temps. Ouais. Et est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous êtes fiers en fait d'avoir mené comme ça ou... Alors moi je pense que ce sera ma plus belle publi et ma plus belle expérience d'intelligence collective, même si c'était un projet d'intelligence artificielle. C'était pendant le Covid. Vous savez qu'à ce moment-là, on a demandé à tous les labos de recherche de fermer, sauf ceux qui allaient travailler sur le Covid. Bon, moi, j'étais quand même chercheuse dans l'âme, avec un autre collègue. Bon, ici, on était quand même occupés à Gustave aussi, parce qu'on recevait tous les patients qui avaient le Covid. Et même après, on nous a demandé d'accueillir, parce que la PHP était complètement... une vague, voilà, ils n'avaient plus assez de lits. Donc, on avait demandé d'ouvrir Gustave aussi pour accueillir les patients non cancéreux qui avaient le Covid. Donc, nous, on était vraiment noyés dans le... Mais moi, je voulais quand même faire de la recherche. Et pareil, donc là, avec un collègue, on s'est dit, OK, nous, on va faire de la recherche sur le Covid, du coup. Comme ça, on aura le droit de travailler, c'est faire de la recherche. En dehors de nos horaires, parce que dans la journée, on était quand même à faire les écho-Doppler en réa, tout ça et tout. Hein. Et on s'est dit, OK, de quoi on a besoin pour nos patients? Toujours le truc, de quoi on a besoin? On s'est dit, on a discuté avec les réanimateurs, ils nous ont dit, nous, notre problème, c'est un patient arrive aux urgences. En fait, on ne sait pas si on le laisse repartir ou si on le garde, si dans 12 heures, il va être en réa, il va être mort, ou chez lui. Ouais. Enfin, voilà. Donc, il dit, si vous nous trouvez un scoring, quelque chose qui peut savoir si on doit garder au moins le patient ou le faire rentrer chez lui, OK. On s'est dit, OK, parce qu'on démarrait l'intelligence artificielle. D'accord. On s'est dit, on va utiliser l'imagerie, parce que, vous vous rappelez, même on parlait beaucoup du scanner, on voyait la teinte sur le scanner avec le verre dépoli et tout. On s'est dit, on va travailler sur l'IA, sur le scanner. On s'est dit, on va pas rester en silo. On avait regardé les premières publis des Chinois
parce qu'ils avaient publié déjà 1 ou 2 mois avant nous. On s'est dit, on va essayer de récupérer toutes les données cliniques, biologie, les antécédents, tout. On va tout récupérer. On va essayer de faire un scoring. Et là, on a été... alors, nous, on n'avait pas un scanner qui tournait en permanence pour le Covid, mais à la PHP au Kremlin-Bicêtre, avec mes collègues qui étaient aussi dans mon labo de recherche, Marie-France Belin, eux, ils avaient un scanner dédié entier qui faisait que du Covid. Donc, je leur ai dit, je voudrais faire une étude avec nos patients et vos patients, mais ça fera une cohorte de validation, pour essayer de voir comment on peut prédire quand le patient arrive aux urgences, en fonction de tous ces paramètres, s'il faut le garder ou pas. Ils m'ont dit OK. Après, je dis il faut que je trouve les meilleurs en IA. Donc là, j'ai été chercher les 2 équipes avec qui je bossais. Une équipe académique qui était de l'INRIA, c'était un labo d'intelligence artificielle de Centrale Supélec, le CVN. Et puis Okin, avec qui je bossais. Et là, je leur ai dit, c'est là où ça a été, je leur ai dit, on va faire une étude. Et je voudrais utiliser chacun vos technos, qui étaient différentes. Il y en a un qui était en machine learning, donc en deep learning. Je leur ai dit, après, c'est un pari que le meilleur gagne. On prendra la meilleure techno et on l'utilisera. OK. Alors, entre faire signer les contrats avec la PHP et récupérer les données, qui n'étaient pas un petit sujet et tout, je vous mets dans le mille en 10 jours, ce qui est inimaginable. On a signé les contrats avec la PHP, avec Okin, avec l'INRIA et tout. Et j'ai mis tout le monde à bosser, on était 45. Okin, ils m'ont mis la moitié de leur labo. Vous regarderez dans la publi, qui a été publiée dans Nature. Moi, c'est ma publi, celle qui est la plus sonore. Ils ont mis la moitié d'Okin. À l'époque, ils étaient 45. Il y a 20 co-auteurs dans mon papier. Et là, tout le monde s'y est mis. Et à la fin, je leur ai dit, il me faut un score. Il me faut un truc qu'on utilise en RIA. Voilà. Et pour maintenant. Donc, on a inclus 1000 patients en un mois. Le soir, à 21h, on allait au Kremlin-Bicêtre. On relevait tout à la main, toutes les données des patients. Enfin, c'était vrai, on faisait tout de même. Donc, c'était vraiment... on était un peu en mode... Les gens étaient stressés par ce qui se passait dans l'hôpital, mais en plus par l'étude. On fait la publi, tout ça, on envoie dans Nature, qui nous challenge, qui nous demande de nous comparer à 15 autres études et tout. Et là, il y avait un super méthodologiste qui est le dernier auteur, Michael Bloom, vous regarderez, qui était un mec incroyable. Moi, je pense qu'il a failli aussi péter un câble pendant l'étude, comme nous, mais incroyable, Michael Bloom. Et on a sorti un super papier. Et à la fin, vous avez une espèce de scoring avec un code couleur, où quand le patient arrive, vous savez, avec l'IA, l'atteinte du scanner. Et ensuite, c'était le taux de saturation d'oxygène, le taux de plaquettes, le taux d'urée, que personne n'attendait, mais sur une 65, voilà. Et puis l'âge et le sexe. Et avec ça, vous saviez, suivant la couleur et l'atteinte. Donc, c'était un papier avec de l'explicabilité de l'IA, ce qui est très important, qui permettait à un médecin de dire, OK, le patient, là, il est orange-rouge, il faut que je le garde, mais il est bleu-vert, voilà, et celui-là, je ne le garde pas, voilà. Et ça, c'était incroyable. Et on a fait ça en 3 mois. Mais c'est surréaliste quand vous dites ça. C'est à n'importe quel industriel, n'importe quel labo de recherche, vous expliquez ça, vous dites, mais comment elle a fait ça? Voilà, et ça. Et après, moi, je me suis dit, plus jamais je fais une étude 100 mètres à chaque fois, hôpital, industriel, académique. Ouais. C'était possible. Bon, c'est vrai qu'au début, ça a un peu chaud entre les deux, mais bon. Voilà. Mais au final, ça rend quelque chose de... Magnifique. Magnifique, c'est la preuve que c'est possible. Moi, je pense que ce sera et un score. Alors, j'ai peut-être là des papiers biopsie liquide qui peuvent sortir, qui peuvent être pas mal, mais celui-là, jusqu'à présent, c'est mon plus beau papier de toute ma carrière. Hein. Ouais. Et c'était vraiment une aventure, je dis, d'intelligence collective, quoi, plus que d'intelligence artificielle. Même si on a utilisé l'IA, c'était vraiment l'intelligence collective. Tous les soirs, on faisait une vision avec tout le monde. Hein. Avec tous les acteurs, pour être sûr, d'accord, vous avez quoi, les données, les machins. Tous les soirs, on se tapait une visio avec tout le monde. Parce que moi, il fallait que je continue à motiver tout le monde, les troupes. Alors, ceux qui étaient chez eux enfermés, mais qui bossaient comme des dingues aussi, qui analysaient les scanners, ceux qui relevaient les données, ceux qui étaient sur site. Enfin, c'était génial. Très enrichissant. Ouais. Canon. Très dur, très dur. Une période très dure. Moi, je pense que dans ma carrière, c'était la période la plus dure en tant que médecin, de perdre nos patients comme ça. Mais en même temps, très enrichissante. Ouais. Heureusement qu'il y avait cette balance, quoi. Ouais, heureusement qu'il y avait cette balance. Ouais, heureusement que nous, c'était ça. Je pense que avec mon collègue, Samy Amari, c'est un brillant radiologue qui bosse avec moi. Je pense que c'était aussi une façon pour nous de sortir la tête de l'eau et pas se laisser submerger par ce qui se passait, quoi, parce que c'était vraiment dur. Hein. D'avoir d'autres sujets. J'avais la troupe. Enfin, moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, j'avais peur, quoi. J'avais 55 ans. J'étais dans l'âge des gens qui pouvaient partir vite. Je peux l'attraper, mourir. Ça se trouve, dans une semaine, je suis morte. Mon fils, voilà. C'est quand même des choses qui vous traversent. Hein. Même si on avait le matériel, on était protégés, habillés en petit cosmonaute toute la journée. Ok, mais c'est quand même des choses qui vous traversent. Hein.
Moi, j'ai dit, j'ai eu peur, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et du coup, c'est dans le travail aussi qu'on essaie de pas penser, en fait. Toujours, le travail, ça vous garde la colonne vertébrale droite. Ouais. Ça et le sport, c'est de tout. Le sport, ouais. Ouais, le sport aussi, j'aime bien. Ouais. C'est quoi? C'est des règles de vie? C'est quoi? Moi, j'ai été élevée comme ça. J'avais un père qui était recordman de France de lancer du poids. Donc, j'ai été élevée, même si t'es chirurgien et tout, j'ai été élevée à Charletti. Voilà, lui, il lançait le poids. Bon, moi, j'arrivais pas à voir mon père dans la semaine, il bossait trop. Aussi, la seule façon de le voir, c'est d'aller le dimanche avec lui. Et donc, moi, j'ai lancé le poids, j'ai lancé le disque et tout ça. J'étais dans les 10 premières françaises. D'accord. Ah ouais. Mais à côté, je faisais de la danse classique en tutu au Théâtre Marigny, Théâtre de Paris. Hein, oui, j'étais un peu comme ça. Mais et pareil, le sport, c'est toujours se dépasser. Bon, après, c'est bien, il y a les endorphines. Moi, j'ai besoin aussi de. Voilà, mais après, j'ai fait, je sais pas, la planche à voile vitesse, j'ai fait du dressage, j'ai fait de l'escrime. Maintenant, je fais du golf, voilà, des compètes. Voilà, j'aime bien toujours. Et comment vous trouvez le temps? Ça se passe comment? Dans la semaine? Ça se passe le week-end? C'est le week-end. Le sport, c'est le week-end, parce que la semaine, c'est 12 heures de boulot par jour. Hein. Non. Là, je suis vraiment très organisée maintenant. La semaine, c'est boulot. Voilà. Donc, ça veut dire que je sors pas tellement le soir, parce que j'ai plus d'énergie, donc globalement. Et le week-end, c'est le sport. Le week-end, les vacances, c'est sport. Mais tous les week-ends, c'est du sport. Ouais. C'est beaucoup de sport. Ah, c'est beaucoup de sport. Ouais. Ah ouais, mais il faut que ça sorte, quoi. Parce que Gustavo aussi, la cancéro, c'est quoi qu'on dise, c'est quand même émotionnellement une charge. Même moi, si j'aime beaucoup, on peut pas le nier. Aider les jeunes, c'est beaucoup d'énergie, l'enseignement. Et donc, il faut un équilibre, hein. Un équilibre de vie, un équilibre familial. Voilà. Et moi, le sport, ça a été vraiment... le sport et le travail, c'est deux choses qui m'équilibrent dans la vie. J'ai besoin des deux. Et à chaque fois, j'ai eu un problème de santé où tout d'un coup, je ne pouvais plus faire de sport. Où il y a, je sais pas, quand j'avais 35 ans, j'étais opérée d'une sciatique paralysante, donc allongée de mois. J'étais malheureuse, quoi. Parce que regarder le plafond sans bouger, c'était... D'accord. Et donc le sport, les jeunes, je leur dis souvent, il y a des jeunes des fois qui vont pas bien, ceux qui font les tests de sciences, ça, je leur dis, t'as fait du sport? Et très souvent, c'est, non, j'ai arrêté, j'avais pas le temps, je dois faire ma pubie. Je dis, non, tu vas faire ton sport, après tu fais ta pubie, quoi. Ouais. Non, faut équilibrer les choses, faut équilibrer, quoi. Et souvent, les jeunes, ils sont loin de leur famille, enfin, c'est souvent ça. Hein. Et donc, puis on se rend pas compte quand on n'est pas dedans, que le sport... Quand on n'est pas dedans, voilà. Que le sport peut avoir aussi, l'effet de... pilier. Ouais, c'est un pilier. Puis il y a les endorphines tout meilleures qui physiologiquement aident. Hein. Mais c'est un pilier. Et puis c'est un moment où on pense à autre chose, on fait d'autres rencontres. Le sport est très important. Aujourd'hui, vous faites quoi? Du golf. Du golf et puis aquagym, quoi. Parce à mon âge, il faut que je m'entretienne. Voilà. Les articulations vont bien dans l'eau. Et puis le golf, j'adore parce que c'est stratégique, c'est du sport et en même temps, c'est de la stratégie. Il y a de tout, quoi. Donc, Puis des fois, j'adore jouer seul. Je suis dans une équipe d'un club, je fais des championnats. J'aime bien. Hein. J'ai toujours mon côté compète. C'est ça qui lâche pas, quoi. Ça revient, mais après, j'adore jouer seul aussi, quoi. Souvent, un début de week-end, j'aime bien jouer tout seul parce que ça me vide. C'est une espèce de sas de ma semaine, de Gustave et tout ça. D'accord. Vous faites combien de parcours, genre, dans un week-end? Je fais 18 trous samedi, 18 trous dimanche. Hein. Quand je fais pas de golf, c'est parce que je suis en déplacement pour un congrès. Alors, je fais beaucoup moins de déplacements. Je trouve que maintenant, à mon âge, j'aime plus trop faire les congrès. Ouais. C'est vraiment parce que je dois aller à Chicago, parce qu'il y a le congrès mondial. J'ai 2 déplacements par an, mais ça fait partie des choses que j'ai arrêtées. Si vraiment je dois le faire, je le fais, mais sinon, j'ai ces jeunes, j'envoie tous les jeunes et tout. Il y a un temps pour tout. J'ai beaucoup voyagé il y a une quinzaine d'années, où quasiment, je crois, 3 week-ends sur 4, j'étais en déplacement à l'étranger. Hein. Donc, des fois, je me tapais 3 semaines non-stop, quoi. Soit j'étais à l'hôpital, soit j'étais en déplacement. Et quand ça se passe comme ça, là, comment vous faisiez? Vous arrivez quand même à faire votre sport ou comment vous faisiez? Soit j'étais à l'étranger, soit j'étais, je faisais... ailleurs, ouais. C'était... Non, parce que c'est de la rigueur. C'est de l'organisation. Ouais. C'est de l'organisation, c'est de l'organisation. Ouais, il faut être organisé, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de temps mort dans ma vie. Après, je suis une grosse dormeuse, donc quand je dors, je récupère bien. C'est pas possible d'être gros dormeur, gros travailleur, gros sportif, là. Non, mais j'ai pas une blanche, quoi. Quand je dors, je récupère, donc quand je me lève, boum, voilà. Après, il y a des trucs, peut-être que je sors moins que les autres. Voilà, je suis pas. Oui, après. C'est pas trop.
J'aime bien sortir quand c'est le week-end ou quand c'est machin, mais en semaine, j'aime plus sortir. Ouais. Parce que je le lendemain matin. Non, même près. À mon âge, je suis complètement fracassée, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à la Nathalie qui a 20 ans aujourd'hui ? Si j'avais 20 ans ? Ouais. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire ? C'est crois en tes rêves et n'écoute jamais quand on te dit que c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Ouais, crois en tes rêves. Parce que c'est vrai qu'à 30 ans, ça a été vraiment le moment difficile de ma vie. Le reste a été, voilà. Okay. Mais c'est vrai que quand vous perdez votre mère, quand vous ratez l'internat, quand votre mari vous quitte, c'est très violent. Hein. Il n'y a plus rien. Ah, vous faites un coup les piqué. Il n'y a plus rien du tout. Voilà, vous avez juste votre petit garçon de 2 ans et mon père qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc là, c'est la famille, le boulot et le sport. C'est un espèce de trépied, là. Et ça, c'est du solide, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'était inattendu. Mais après, j'ai entendu ça, c'est la semaine dernière, à une émission qui disait que... Alors, c'est dur à entendre de dire que finalement, ce sont les moments difficiles qui vous forgent. Et c'est probablement ce moment très difficile que j'ai passé, qui était inattendu, parce qu'avant, j'avais vraiment une vie, mais... tout, je bossais hyper bien, tout se passait bien, la famille, je me suis mariée jeune, enfin, c'était idyllique, le truc. Hein. C'était, voilà. Et c'est probablement... ce moment-là qui fait que j'ai été chercher au plus profond de moi. Ouais. Voilà. Et puis après, d'être entouré des bonnes personnes quand même. Hein. Voilà, familialement. Oui, c'est ça. Enfin, il faut quand même qu'il y ait autour de vous. Après, comme dit mon patron, il faut savoir capter et se dire, ah bah oui, voilà. Mais ouais, il faut toujours y croire, quoi. Et la vie n'est pas linéaire. Moi, c'est vrai que personne n'aurait parié sur ma vie à 20 ans ou à 30 ans, voilà. Mais vraiment, j'ai aucun regret dans ma vie, quoi. Ouais, j'ai l'impression. J'ai aucun regret. Mais du coup, la vie que vous imaginez à 20 ans, c'est finalement pas du tout. Non, j'imaginais, alors être mariée, oui, alors peut-être pas si jeune, parce que c'est vrai. Je voulais être chirurgienne, comme mon père, ça c'est un peu classique, voilà. Mais voilà, je m'étais dit, voilà, j'aurai un internat, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai plusieurs enfants, j'aurai, voilà. Non. Voilà, pas interne, pas chirurgienne, un seul enfant, jamais remariée, jamais voulu me remarier. Ça, c'est un choix où je me suis dit, OK, maintenant, c'est moi qui décide de ma vie. Je fais ce que je veux et je ne dépends plus jamais de personne. Ah. Mais ça s'apprend quand vous avez été très dépendante de votre père ou de votre mari. C'était le cas. Tout d'un coup, à 30 ans, apprendre à vivre de façon autonome. C'est un chemin. Ouais, ça que veut j'ai dire fait toute seule, sans psy, sans rien du tout, quoi. Ouais. Ça, j'ai fait toute seule, ce chemin. Mais vous êtes obligé de vous forger. Ça dépendant affectivement ou psychologiquement, quoi. Ouais. Et là, mentalement, faut y aller. Mais c'est probablement aussi ce qui m'a fait faire la carrière que je fais, quoi. Hein. Et ça c'est sûr que si j'avais une fille facile, j'avais eu l'internat et tout, voilà, j'aurais été dépendante. Enfin, pas du tout fait le même truc. Ouais, pas la même chose. Et pas le même épanouissement. Oui, parce que là, ce que j'ai, je l'ai fait et je me le dois. Alors, je le dois à d'autres personnes qui m'ont aidé, mais c'est moi, quoi. C'est moi. C'est une intuition qui est devenue réalité après. Ce que vous avez vu. Ouais. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir de rebalayer ma vie comme ça. Parce que je pense que c'est la première fois que je fais ce retour en arrière. Oui, on n'est pas chez le psy, on a parlé de beaucoup de choses très larges, mais non, c'est une vie. Je n'ai pas de regrets. Ça, c'est vrai que ça peut être le mot de la conclusion. Je n'ai pas de regrets, quoi. Il a fallu que je saute des haies, quoi. Voilà, mais j'ai pas de regrets. Et à chaque fois de tout ce qui m'est arrivé, j'ai toujours mis en positif, finalement. J'ai appris à positiver de tout. Oui, après c'est ce que je lis à travers les rencontres aussi qui a eu derrière ça, c'est que finalement ça, en étant positif, ça a amené des rencontres positives. C'est ça. Finalement, permet de. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cet échange. C'est un plaisir de vous rencontrer. Au revoir. On se reverra sûrement. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!